Aujourd'hui, 371e jour de l'agression extérieure contre la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition d'information. Le nouveau président élu du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été investi hier. Parmi les chefs d'État invités, Joseph Kabila Kabange de la RDC, Jacques Moukaleng pour le duplex. Le quatrième président élu du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été investi ce mardi 9 avril 2013 à Nairobi, capitale du pays. C'était au cours d'une brillante cérémonie de plus de 6 heures d'affilée. Elle s'est déroulée au complexe sportif Karani, archi-comble, en présence d'une dizaine de chefs d'État, dont le président de la République, Joseph Kabila Kabange de la RDC. Plusieurs personnalités de stature africaine et d'autres chefs d'État étaient parmi les peuples de marque. Jacob Zuma d'Afrique du Sud, Robert Mugabe du Zimbabwe, Jaka Mrisho Kikwete de Tanzanie, Ali Bongo du Gabon, Salva Kiir du Sud-Soudan, Paul Kagame du Rwanda, Kaguta Museveni de l'Ouganda, Joseph Kabila Kabange de la RDC, les icônes de l'Union africaine, Kenneth Kaunda et Madame Nkosazana Zuma, présidente de cette organisation africaine, étaient aussi parmi les invités de marque. Le président élu Uhuru Kenyatta et son vice-président ont prêté serment et la passation du pouvoir avec son prédécesseur Mwai Kibaki, président sortant, a marqué cette cérémonie d'investiture haute en couleur sur laquelle pleuvaient des coups de canon. Les hommes de Dieu ont fait pleurer l'Éternel pour la paix, la réconciliation et l'unité au Kenya. Dans son discours à la nation, le président Uhuru Kenyatta a invité ses compatriotes à la concorde nationale et au travail pour le développement de son pays. Son programme d'action a été centré essentiellement sur ses actes prioritaires. Depuis Nairobi, Jacques Moukaleng, RTNC. Un vote positif hier à l'Assemblée nationale, c'est la note accordée par les députés nationaux à la proposition de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. C'est un reportage de Poncien Tshisungumamba Kabala. C'est par une majorité écrasante que la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social a été adoptée à l'Assemblée nationale. En résultat chiffré, sur 340 députés nationaux qui ont participé au vote, 336 ont dit oui, un député national a voté non, alors que 3 se sont abstenus. C'était ce mardi 9 avril 2013 à la plénière organisée à la salle des congrès du Palais du Peuple. Pour l'auteur de cette proposition de loi organique, Henri Thomas Lukondo, son adoption est une preuve éloquente de la démocratie participative en République démocratique du Congo. Et la composition du Conseil économique et social, c'est toute la nation qui sera représentée. Toutes les couches de la population, toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine économique et social, dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est un organe qui est très important pour la consolidation des examens, de la réflexion des matières qui concernent l'économie et le social, qui sont des matières principales pour le développement intégral de notre pays. Ce texte de loi organique adopté ainsi en première lecture à la Chambre basse du Parlement sera transmis au Sénat en seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État, a conclu le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obé Minakou. Le Portugal a fait un long travail avec ses partenaires, allais-je dire, pour la paix dans la région des Grands Lacs. Son ambassadeur a fait ses adieux au président du Sénat, Léon Kengoadondo, John Kayuma et Bertin Ekofoï-Saoso. L'ambassadeur João Peristrelo du Portugal termine son mandat de 5 ans en République démocratique du Congo. Il fait ses adieux au président du Sénat, Léon Kengoadondo, ce mardi au Palais du Peuple. Il se félicite de la contribution de son pays au retour du climat d'entente et de fraternité dans la région des Grands Lacs. J'ai eu la chance d'être ici dans une période où le Portugal faisait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a fait un long travail sur la question des Grands Lacs et sur l'Est de la RDC, ensemble avec nos partenaires. Et je me réjouis au moment où je pars qu'il y ait une ambiance d'entente et fraternité est revenue à cette région, et j'espère que les développements futurs pourraient aussi amener une paix durable à cette grande nation congolaise, unie, forte, et qui a beaucoup d'orgueil à montrer un exemple dans la région, j'en suis sûr. La prochaine destination de M. João Peristrelo, le Portugal, son pays, où il exercera d'autres fonctions.
Entre-temps, à l'hôtel du gouvernement, le groupe thématique a examiné les mesures contenues dans les Doing Business autour du chef du gouvernement. Des précisions avec Gisèle Galola. Au cours de la réunion sur le climat des affaires présidée par le Premier ministre Matata Ponyo, il était question de passer en revue le niveau d'exécution des différentes mesures contenues dans les documents qui impliquent le meilleur classement dans les Doing Business. Les membres du gouvernement et autres experts ont convenu de faire prochainement le point sur différentes recommandations. Auparavant, le chef du gouvernement a présidé la réunion du groupe thématique environnement productif, au cours de laquelle le programme d'action prioritaire renforcé du gouvernement a été adopté. Il s'agit d'un document stratégique qui donne avec détail l'ensemble des projets et actions amenés sur la période allant de 2013 à 2016 pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Il y a le ministre de l'Industrie PMA qui a fait le point d'information sur la mise en œuvre des mesures d'interdiction de l'usage des sacs non biodégradables, donc des sachets en plastique. Et nous l'avons donc encouragé dans la démarche qui est la sienne et lui avons demandé de continuer à mettre en œuvre ces mesures en concertation avec les collègues ministres de l'économie et commerce, mais également les ministres des Transports et voies de communication a présenté une note sur le projet de gestion des bus qui ont été achetés par le gouvernement, gestion qui doit se faire en concertation avec la RATP. Cette proposition, la proposition qui a été formulée a été adoptée et donc les collègues ont été encouragés à poursuivre les contacts, à finaliser le contrat d'assistance technique avec la RATP. Les Israéliens sont intéressés à la réhabilitation de la ferme d'Encelé, ils l'ont dit au Premier ministre Matata Ponyo. En audience ce mercredi 9 avril par le Premier ministre Matata Ponyo, la délégation israélienne de LR Group, conduite par son président Ami Lustig, envisage réhabiliter totalement la ferme de l'Encelé, longtemps abandonnée. Un projet qui va fournir la nourriture de qualité à la population congolaise une fois les accords signés. Je pense que nous pouvons commencer high quality poultry and the eggs, surtout en termes de poulet et des œufs, in less than 1 year. En tout cas moins d'une année. Also high quality and large quantity of vegetables, fresh vegetables, disons que nous produisions are possible des légumes de haute to go into the market in the next 10 months. Déjà, qui puissent être fournis au niveau du marché déjà dans les 10 mois. Le gouvernement pense que the national property c'est d'abord and asset un héritage of the DRC qui appartiennent à la République démocratique du Congo. So the first phase, donc la première phase, notre travail consiste à travailler, disons par contrat, for the government, pour le gouvernement de la RDC, pour avoir la chance de mettre de notre argent only after we prove success in the first que nous aurons montré de la réussite pour la première phase. Après, nous allons effectivement négocier et voir dans quelle mesure nous pouvons aussi être partenaires dans le capital. Ces projets de réhabilitation de la ferme de l'Encelé va créer également plus d'1 millier d'emplois et de marchés en République démocratique du Congo. La cravate rouge du Premier ministre a attiré la curiosité de plus d'un écolier lors de son passage à l'Institut d'Elagombe. Guy Matundou. Parce que j'ai entendu ici, un d'entre vous a cité la cravate rouge. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a des symboles de la rigueur dans la vie et que la rigueur constitue la fondation du succès. Comme vous êtes encore à ce niveau-ci, il faut mettre ça dans votre tête que la rigueur, c'est la clé de votre succès. Au-delà de la concrétisation de cette promesse du Premier ministre Matata Ponyo, son directeur de cabinet a insisté sur le fait que les élèves et partant la jeunesse congolaise devraient penser à l'avenir du pays en prenant à cœur leurs études. José Sélé Yalagouli. Et après la réhabilitation de l'école, sur les ressources du gouvernement, sur instruction du président de la République qui a inscrit la révolution de la modernité comme étant le socle majeur de la pensée du gouvernement pour relancer les activités du pays dans son ensemble. Le Premier ministre, en faisant ce déplacement, voudrait témoigner à la jeunesse que vous représentez ici l'importance capitale qui est accordée à l'éducation. Que prenez vos études extrêmement au sérieux. Parce que quand on dit l'avenir du pays, c'est la jeunesse,
Ce n'est pas que quand vous aurez atteint notre âge, à nous, vos parents, que vous allez assumer les responsabilités. Non. Vous n'allez les assumer que si vous étudiez bien. Et tout est effectivement devant vous. Suivons à présent l'extrait du compte-rendu du ministre des Médias, Lambert Omalanga. Le président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Matata Ponyo Mapon, a présidé ce lundi 8 avril 2013 à la Cité de l'Union africaine la 12e réunion extraordinaire du Conseil des ministres. À l'ordre du jour figuraient les points ci-après. 1. Point d'information. 2. Approbation des relevés de décisions prises par la 6e réunion ordinaire du 8 mars 2013 et de la 11e réunion extraordinaire du 13 mars 2013. 3. Examen et adoption d'un dossier. 4. Examen et adoption de textes. S'agissant de points d'information, le Conseil des ministres s'est ouvert par l'examen des faits saillants de l'état du territoire et de la sécurité nationale, sur les rapports du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il en ressort une situation du pays relativement calme, hormis les foyers de tension entretenus dans la partie Est, où sévit encore l'activisme criminel des mutins du M23 et d'autres groupes armés locaux et étrangers. La situation à nos différentes frontières et au sein des institutions de la province de l'Équateur a fait l'objet de délibérations du Conseil des ministres qui a approuvé les mesures à appliquer pour le rétablissement de l'ordre et le renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La Russie organise une exposition navale. La RDC y prendra part par la présence du chef d'état-major de la force navale. Ce dernier a informé le vice-premier ministre, ministre de la Défense, nous dit Salomé Tidandou. L'ambassadeur russe a essentiellement rassuré le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Alexandre Lubantambo, le soutien de son gouvernement aux efforts de la restauration de la paix et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Anatoly Klimenko a aussi rappelé à son interlocuteur que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrant le déploiement de la force internationale neutre d'intervention a été votée sous la présidence de son pays. C'est là pour accompagner les efforts de la réforme de FARDC qui aspire à devenir une armée réellement républicaine, forte et professionnelle, capable d'assurer la sécurité et la paix de la population. Rappelons que la Russie a accordé 12 bourses au bénéfice des officiers supérieurs de FARDC pour une formation des formateurs dans les académies militaires russes pour une durée de 5 ans. Nous avons discuté la possibilité de signer des contrats appropriés pour augmenter la quantité de bourses dans l'avenir. Le chef d'état-major général de la force navale congolaise a pour sa part été invité à la grande exposition navale à Saint-Pétersbourg, en Russie. J'ai reçu l'aval du ministre de la Défense pour envoyer le contre-amiral à Saint-Pétersbourg, ce qui donne la possibilité d'approfondir la coopération entre nos deux pays. Un rapport chiffré sur les actions à prendre en vue de lancer l'opération assainissement de la diplomatie congolaise. Le document produit par les experts a été examiné au cours d'une réunion présidée ce mardi par les vice-premiers ministres, ministres du budget entourés des finances et des affaires étrangères. Suivez. Le rapport attendu pour identifier les actions à prendre en vue de lancer l'opération assainissement de la diplomatie congolaise vient d'être bouclé. Augmentation de la rémunération, acquisition ou réhabilitation des infrastructures, prise en charge des engagés locaux, rapatriement des diplomates, autant d'actions avec impact sur le budget national ont été identifiées. Ce qui va nous permettre d'apporter une nouvelle définition de cette diplomatie. Il y a donc des actions qu'il faut entreprendre. Il a été question de pouvoir redorer l'image de l'État au travers la qualité des bâtiments abritant nos missions diplomatiques et les résidences ou les maisons occupées par les diplomates. Autre sujet, la DGRAD, en grève, se dispute avec le ministère des Affaires étrangères les recettes générées par l'achat des formulaires pour l'obtention du passeport.
On a eu des discussions, les problèmes ont été posés. Nous avons indiqué également notre volonté à résoudre les problèmes progressivement au fur et à mesure que nous avons de la trésorerie. Et les premières solutions vont se mettre en place déjà d'ici demain. Est-ce un acte générateur ou non? Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a demandé aux deux parties de se rapprocher pour éclairer la question. Ne touche pas à mon président, c'est le nom de l'association appartenant à un Congolais de la diaspora. Jérôme Badibanga, c'est son nom. Il a organisé une messe d'action de grâce en faveur de la République démocratique du Congo. Congolais de la diaspora et ceux vivant à Kinshasa ont communié dimanche 7 avril à la paroisse Saint-Joseph pour confier la destinée de la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Jérôme Badibanga Dibadivé a mobilisé sa base pour qu'ils implorent ensemble la grâce de l'Éternel sur le chef de l'État qui s'investit sans relâche pour le bien-être des Congolais. Enchanté par la modernisation qui s'opère en RDC, ce Congolais de la diaspora a félicité Joseph Kabila Kabange pour sa vision, celle de la révolution de la modernité. L'officiant du jour a dans son homélie invité le peuple de Dieu à soutenir le chef de l'État dans sa mission et à mettre la main à la pâte pour rompre avec l'oisiveté. Du chef de l'État pour que la RDC, ce pays à énorme potentialité, soit compétitif sur le plan international. Pour Badivé, Kinshasa est en train de revêtir sa belle robe et personne ne va empêcher cette mutation qui est bénéfique à tout Kino en particulier et à toute la population congolaise en général. Après 30 ans, ah non, il y a un plaisir qui est pour un petit diable. Jamais alonga bango atika bango bazanzoto makasi basala mboke koma lisusu kitoko ya kitoko lokola poto. Pour le moment on a constaté na koloba ke RDC ezali paradis ya Afrique kobosana te ezana ndenga mabete. Touche pas mon président Joseph Kabila tozaki na ya kombo na ebandao Saint Joseph, donc c'est-à-dire kombo na ye ebanda awa ba o nyonso biso tout. Où sommes-nous avec le pourparler de Kampala? Le troisième round de ces pourparlers a démarré hier. Les explications avec Robert Ndaï. Nous sommes venus pour la paix et la rigueur, car le temps est venu pour mettre définitivement fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Déclaration de l'abbé Apollinaire Malmalou à l'ouverture de ce troisième round du dialogue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ce lundi 8 avril 2013 ici à Kampala. Il est 17h37 heure locale. La délégation de la République démocratique du Congo est face aux rebelles du M23. Dans la salle, les observateurs internationaux. 3 temps forts ont marqué l'ouverture de ce troisième round de pourparlers de Kampala. Le discours d'orientation du facilitateur, le ministre ougandais de la Défense, qui a mis l'accent sur la volonté de la CIRGL de voir la paix revenir à l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, l'abbé Apollinaire Malmalou a, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, salué l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, pays hôte de ce dialogue, avant de rappeler à l'assistance la volonté et la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo, car la population de cette partie du territoire national a trop souffert des affres de la guerre. Aux 3 minutes du mot de bienvenue du gouvernement de la RDC, comme à l'ouverture du premier round, le chef de la délégation du M23 a pris 15 minutes pour accuser le gouvernement de la RDC de ne pas respecter les règles des jeux. À la surprise générale, le chef de la délégation du M23 s'est attaqué à la résolution 2098 créant la brigade spéciale d'intervention en précisant, je cite, que la communauté internationale n'est pas favorable à la paix. Accusation immédiatement rejetée par la délégation gouvernementale qui promet de mettre à la disposition du facilitateur leur preuve de la mauvaise foi de ce mouvement rebelle de ne pas voir la paix revenir si tôt.
L'abbé Apollinaire Malmalou a dit que l'initiative de la création de cette brigade n'est pas une initiative congolaise, mais une voie de sortie de la CIRGL. Depuis Kampala, Robert Ndaïti-Sensé, RTNC. Les représentants des leaders de jeunes du Nord et Sud Kivu réunis au sein de forums de jeunes pour apprécier la résolution des Nations Unies. Suivez. Nous sommes ici pour dénoncer les tentatives de l'occupation des villes de Goma, Beni, Butembo pour le Nord Kivu, mais aussi la ville de Bukavu et la cité d'Uvira pour le Sud Kivu. Depuis qu'il y a eu la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, chose que nous avons appréciée positivement et que nous accueillons avec beaucoup de vivacité puisque pouvant nous aider à éradiquer les groupes armés, y compris les FDLR comme les M23. Nous appelons tous les jeunes du Nord Kivu à ne pas céder aux manipulations politiques pour aller dans des groupes armés. Que tous les conflits de nos leaders ne puissent pas les inciter, parce que les leaders sont en train de se disputer ici pour leurs avantages. Et à ces disputants, ils sont en train de créer des groupes armés qui les favorisent, mais pour pénaliser toute la nation congolaise. Alors, en tant que porte-parole du Forum des jeunes leaders du Nord Kivu, nous demandons au gouvernement de faire respecter nos accords signés dans le Forum des jeunes leaders du Nord Kivu. 50 ans, c'est l'âge qui totalise l'Union africaine. Le jubilé d'or du 14e sommet de cette organisation, c'est à Addis Abeba. Raymond Tchibana a ramené comme cadeau une torche symbolisant la flamme à entretenir. Jacques Kaboba pour le reportage. En séjour de travail dans la capitale éthiopienne, Raymond Tchibandantunga Moulongo, ministre congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, participe à la 14e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le président du Conseil exécutif, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a rappelé aux participants que 2013 a été déclarée année du panafricanisme et de la Renaissance en ces moments historiques de la célébration du jubilé d'or de l'Union africaine. L'agenda de travail des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union africaine examine les rapports de la Commission sur les préparatifs du 50e anniversaire de l'unité africaine et les projets du plan stratégique de la Commission de l'Organisation panafricaine pour la mise en œuvre des priorités des différents programmes de développement et de paix pour faire avancer l'agenda continental vers une intégration régionale effective pour la période 2014-2017. Cette journée du lundi 8 avril a été marquée par le début des cérémonies du 50e anniversaire de l'Organisation de l'unité africaine, OUA, devenue Union africaine. Lors de la cérémonie d'ouverture, Dr Nkosazana Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine et ministre éthiopien des Affaires étrangères, président du Conseil exécutif, ont allumé la torche de la paix de l'Union africaine. Pour la prospérité et la paix pour tous, c'était devant les ministres des Affaires étrangères des États membres et délégués des gouvernements du continent africain. La République démocratique du Congo a reçu la flamme de l'espoir par la remise d'une bouteille d'huile végétale et d'une lampe à huile très efficace. Chaque État membre de l'Union africaine a reçu sa torche. Les caractéristiques de cette nouvelle lampe, une chambre de combustion en acier inoxydable. C'est le 27 mai qu'aura lieu l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. La CENI vient de publier le calendrier électoral. Brigitte Mopané nous en dit plus. Ce calendrier est publié juste au retour d'une délégation de la CENI de l'Équateur. Le président de l'organe de gestion des élections, Daniel Ngoy Mulunda, a rappelé que dès la réception de la lettre de notification du ministère de l'Intérieur relative à la révocation du gouverneur de l'Équateur, la CENI a dépêché à Mbandaka une mission de bons offices pour concilier les vues au niveau de l'Assemblée provinciale dirigée aujourd'hui par 2 bureaux. La mission a réussi à mettre les 2 parties ensemble et elles se sont engagées à transformer cette crise en ayant un seul bureau qui devra convoquer la plénière pour constater les quorums avant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur. Les rapporteurs de la CENI, Mathieu Pita, donnent ici les grandes lignes de ces calendriers. Du 15 avril au 24 avril 2013, dépôt des candidatures auprès de la revendications restaient jusque-là lettres mortes, mécanisation de nouvelles unités, primes des médecins et autres. Attentif à leurs préoccupations, Richard Mouyej-Manguez-Mans a promis d'être leur interlocuteur auprès du gouvernement.
Nous avons une nouvelle arrêté du ministère de l'Agriculture dans ces journaux. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de publier en date du 5 avril 2013 un arrêté portant création et organisation de 32 provinces agricoles en République démocratique du Congo qui sont Kinshasa Est, Kinshasa Ouest, Baouélé, Équateur, Olomami, Okatanga, Ouélé, Ituri 1, Ituri 2, Kasaï oriental, Bas-Fleuve, Cataracte, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Maïndomé, Maniema Nord, Maniema Sud, Mongala, Nord Kivu 1, Nord Kivu 2, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Kivu 1, Sud qui a été réalisée par Pesho Moubenga, Mamita Bangoulou. Cheko Kalonga était derrière la caméra, Georges Gabi Sopo, Yamontou Nadej et François Kapiamba, Gabi Konga était à la prise de son. Merci à toute l'équipe technique et au revoir.